Terrifiant, surréaliste, effrayant, ce sont quelques-uns des mots qu'a utilisé dimanche le touriste américain Jim Beck pour décrire la situation à Puerto Vallarta, une ville touristique de l'État de Jalisco au Mexique, alors qu'elle se transforme en zone de guerre. Et même ces mots ne semblent pas suffisants pour décrire l'ampleur de ce qui se passe. Une vidéo de Fox News montrait des incendies dans une station-service, des hélicoptères survolant la ville et des forces gouvernementales armées patrouillant en camionnette. Une autre vidéo sur X montrerait des membres de gangs tirant depuis un véhicule en mouvement vers une confrontation avec les forces mexicaines. Et la violence ne s'est pas limitée à Puerto Vallarta. Selon le NY Times, une grande partie des violences a eu lieu à Guadalajara, la capitale de l'État de Jalisco, à plus de 300 km de Puerto Vallarta. Des violences ont aussi eu lieu dans plus de 10 autres États, toutes liées à un seul événement. L'assassinat de l'un des chefs de cartel les plus puissants du pays, Nemitsio Ruben Ozaguera Cervantes, le fondateur et chef du tristement célèbre cartel Jalisco Nouvelle Génération, une figure insaisissable, Ozaguera, également connu sous le surnom d'El Mencho, était largement considéré comme le chef de cartel le plus puissant du Mexique, depuis l'arrestation de Joaquim El Chapo Guzmán en 2016. Il était également le dernier des chefs narcos à captiver l'imagination du public grâce à une combinaison de modes de vie tape à l'œil et de démonstrations brutales de violence, inspiré par El Chapo et Ismaïl El Meya Zambada. Bien que sa mort soit un coup majeur pour l'Amérique et le Mexique dans leur guerre contre la drogue, elle a également soulevé de nombreuses questions, notamment comment les hommes de main d'un seul chef de gang ont pu mettre à genoux tout un pays à genoux. Même dans la brutale guerre de la drogue au Mexique, dimanche était d'un autre niveau. Jim Vorter, américain résidant à Puerto Vallarta, a raconté que des hommes armés forcèrent des gens à quitter leur véhicule sous la menace. Un résident qui vit à Puerto Vallarta depuis 23 ans a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Un témoin a déclaré aux médias américains KWTX qu'il avait vu ce qui semblait être des commandos d'exécution sur le chemin de l'aéroport. Des gangs armés ont pris le contrôle des routes principales, incendiant bus et camions pour ériger des barrières en feu, piégeant touristes et résidents dans certaines zones. La fumée montait sur la ville balnéaire tandis que le cartel incendiait plusieurs sites. Les rues, autrefois pleines de touristes, étant maintenant désertes, surveillées par des hommes armés en pick-up. Un responsable de Jalisco, sous anonymat, a indiqué à la presse que 7 membres de la garde nationale du Mexique avaient été tués. La violence s'étend au-delà de Jalisco. À Guadalajara, la panique s'est emparée de l'aéroport international de la ville alors que les voyageurs se cachaient derrière les comptoirs d'enregistrement et que les employés en gilet haute visibilité abandonneront leur poste dans une course désespérée pour se mettre en sécurité. À Guadalupe, les autorités ont signalé des dizaines d'attaques coordonnées dans 23 municipalités où les membres du cartel visaient des banques et des supérettes. Lors d'incendies criminels à Zapopan, près de Guadalajara, 6 membres de la garde nationale ont été tués. Un gardien de prison est décédé lors d'une révolte à Puerto Vallarta. Un agent du bureau du procureur de l'État de Jalisco a été assassiné à Guadalajara. Le nombre de morts n'a cessé d'augmenter au fil des heures. Les compagnies aériennes ont rapidement réagi, Southwest, Alaska et Delta annulant tous leurs vols vers Puerto Vallarta et Guadalajara. Des milliers de touristes se sont retrouvés bloqués, incapables de partir. L'ambassade des États-Unis a émis des avertissements urgents demandant aux Américains de rester confinés dans plusieurs États. Au total, les autorités mexicaines ont signalé plus de 250 barrages routiers dans 20 États, paralysant ainsi de vastes régions du pays. Lundi matin, la plupart des barrages routiers avaient été levés, mais les dégâts étaient déjà faits. Les écoles sont restées fermées dans plusieurs États. Guadalajara, ville de 5 millions d'habitants qui accueillera 4 matchs de la Coupe du Monde de la FIFA en juin, s'est soudainement transformée en zone de guerre. Le message du cartel était clair. Il pouvait mettre tout un pays à genoux quand il le voulait. C'est un message que le cartel transmet depuis sa création en 2011 sous la direction d'El Mencho, à la suite de la fracture du cartel du millénaire et des luttes de pouvoir qui ont suivi. En septembre 2011, des membres du cartel ont laissé 35 corps sur une avenue très fréquentée de Veracruz à l'heure de pointe. Mais si le CJNG est violent, il est aussi sophistiqué et cette sophistication a peut-être aidé le groupe à perpétrer les attaques de dimanche. Contrairement à d'autres cartels, le CJNG possède une structure d'entreprise qui rappelle davantage une société américaine qu'un cartel de drogue traditionnel. Selon le Centre national américain de lutte contre le terrorisme, le CJNG a utilisé un modèle de franchise pour s'étendre au-delà de ses bastions de Jalisco, Nayarit et Colima. Le média hispanophone El País rapporte que, dans le cadre de ce modèle, les groupes criminels locaux peuvent acheter le droit d'utiliser les marques du CJNG en payant un tribut au cartel.
Osaguera, en tant que chef, laissait les dirigeants régionaux gérer les opérations, tout en gardant un contrôle stratégique centralisé via une structure hiérarchique. Les commandants locaux pouvaient rechercher les profits voulus dans leur territoire, mais la direction générale venait du sommet. Anne Milgram, administratrice de la DEA, a affirmé au Congrès que le CJNG et le cartel de Sinaloa constituant la plus grande menace criminelle liée à la drogue jamais connue par les États-Unis. Et à juste titre, selon la DEA, le CJNG est désormais responsable du trafic de quantités massives de fentanyl vers les États-Unis, où cela a alimenté une crise de surdose qui tue des dizaines de milliers d'Américains chaque année. Cela explique pourquoi Washington et le Mexique poursuivent agressivement les dirigeants du CJNG, y compris les frères d'Osaguera, Abraham, qui est en détention au Mexique, et Antonio, qui a été extradé vers les États-Unis en 2025, ce qui suscite des craintes au sein du cartel que s'ils collaboraient, ils pourraient en capturer ou tuer Osaguera. Et cela nous amène au 22 février 2026 et à l'opération qui a fait tomber l'un des barons de la drogue les plus puissants du Mexique. L'opération. Selon les informations publiques, les forces spéciales mexicaines ont mené, selon le secrétariat à la défense, une opération coordonnée pour capturer Osaguera à Tapalpa, petite ville du Jalisco. Lors de l'assaut, les opérateurs des forces spéciales ont essuyé des tirs avant de réussir à tuer 4 membres du cartel et à en blesser 3, dont Osaguera. Il est mort plus tard lors de son transfert vers Mexico. 2 autres suspects ont été arrêtés et les autorités ont saisi des véhicules blindés, lance-roquettes et autres armes. 3 soldats mexicains ont été blessés dans la fusillade. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé l'implication des États-Unis dans un message sur X déclarant que les agences de renseignement américaines avaient apporté leur soutien à l'opération. Elle a souligné qu'Osaguera était une cible prioritaire pour les 2 gouvernements, étant l'un des principaux trafiquants qui inondaient les États-Unis de fentanyl. Les détails au-delà de cela restent rares. Les autorités mexicaines n'ont pas précisé comment elles ont localisé Osaguera, ni depuis quand elles le surveillaient, ni donné d'autres informations. Et étant donné qu'ils pourraient utiliser les mêmes tactiques pour retrouver d'autres chefs de gang à l'avenir, il est plus que probable qu'ils ne révéleront pas leur méthode, afin d'éviter de donner au cartel des informations sur leur mode opératoire. Comme nous l'avons mentionné dans la section précédente, ce qui a suivi la mort d'Osaguera a été rapide et brutal. Une démonstration que, même après la mort de leur chef, le CJNG restait l'un des cartels les plus dangereux du pays. Cette réaction rappelle celles après d'autres arrestations et décès médiatisés de membres de cartels, mais à une bien plus grande échelle. Lorsque les autorités ont capturé Joaquim El Chapo Guzman en 2016, le cartel de Sinaloa s'est déchaîné, s'en prenant aux commerces locaux et aux autorités. Ces attaques sont souvent des tentatives de cartel pour démontrer au gouvernement, au public et aux autres cartels que malgré la capture, ou dans ce cas la mort de ses dirigeants, ils conservent toujours la capacité de recourir à une violence extrême. Malgré la violence après la mort d'Osaguera, la présidente Claudia Sheinbaum pourrait tout de même considérer cela comme un succès. Cela montre que son gouvernement lutte fermement contre la criminalité. Depuis le retour de Trump, elle subit une pression constante pour sévir davantage contre les cartels, surtout ceux qui trafiquent le fentanyl. En février 2025, Trump a désigné 6 cartels mexicains dont le CJNG comme organisations terroristes étrangères. Il a plusieurs fois menacé d'envoyer des troupes américaines au Mexique contre les cartels. Claudia Sheinbaum a fermement rejeté ces propositions comme des violations de la souveraineté mexicaine, sans toutefois refuser de coopérer. Depuis l'investiture de Donald Trump, le Mexique a extradé des dizaines de membres présumés de cartels vers les États-Unis, déployé des milliers de membres de la garde nationale à la frontière et renforcé les opérations contre les réseaux de trafic. L'élimination d'El Mencho représente la démonstration la plus spectaculaire à ce jour de cette approche renforcée, et cela permet à Claudia Sheinbaum de montrer à Donald Trump que le Mexique peut gérer ses menaces sans intervention militaire américaine sur son sol. La réaction violente pourrait devenir l'un des plus grands défis de la carrière de la présidente Claudia Sheinbaum. Comme mentionné précédemment, Guadalajara accueillera 4 matchs lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les responsables de l'État de Jalisco s'attendent à ce que plus d'1 million de visiteurs affluent dans la ville pour ces matchs, y compris un affrontement très attendu entre le Mexique et la Corée du Sud le 18 juin, à seulement 4 mois du tournoi. Les images de véhicules en feu, de barrages routiers et de membres de cartels armés dans les rues. Les avertissements de voyage de plusieurs gouvernements dissuaderont sans doute de nombreux touristes d'assister aux Jeux. Ce serait une catastrophe pour l'État, qui a investi environ 37 millions de dollars pour préparer ses infrastructures à l'afflux de visiteurs. La violence pourrait aussi diminuer le nombre de visiteurs de la Coupe du Monde au Mexique. Certaines estimations indiquent que le pays pourrait accueillir jusqu'à 5,5 millions de visiteurs pendant la période du tournoi.
le cabinet de conseil Deloitte estimant un impact économique direct d'environ 1,24 milliard de dollars, soit environ 14% du PIB du Mexique, provenant des dépenses de touristiques. Mais cette projection a été faite auparavant. La violence des cartels a poussé les touristes déjà sur place à chercher la sécurité et forcé les compagnies aériennes à annuler des vols. Si la situation à Jalisco reste instable, de nombreux visiteurs internationaux pourraient éviter de venir ou préférer assister aux matchs aux États-Unis et au Canada. C'est sans doute la réaction que le cartel cherche à provoquer à bien des égards. Le chaos de dimanche montrait leur pouvoir, leur influence et la capacité du CJNG à mettre la nation à genoux. Un avertissement implicite qu'il pourrait recommencer à tout moment de l'autre côté de la frontière. L'administration Trump mettra sans doute en avant l'opération et ses conséquences pour justifier son approche intransigeante. Trump a présenté le trafic de fentanyl comme une guerre chimique contre l'Amérique et a désigné la drogue et ses précurseurs comme des armes de destruction massive, élargissant ainsi l'autorité du gouvernement fédéral pour lutter contre les cartels. L'élimination réussie de l'un des trafiquants les plus recherchés au monde fournit des arguments politiques à sa position agressive envers le Mexique et valide ses menaces d'action militaire. La question qui se pose maintenant est de savoir ce qui va se passer ensuite, à la fois pour le cartel et pour la guerre contre la drogue dans son ensemble. Quelle est la suite ? Commençons par le CJNG, l'organisation qu'El Mencho a fondée et dirigée jusqu'à sa mort. Le groupe fait face à un avenir incertain, car sa haute direction a été systématiquement démantelée au cours des dernières années, ce qui a amené John Holman d'Al Jazeera à noter qu'il n'y a pas de successeur évident qui pourrait rapidement prendre la relève. Comme nous l'avons mentionné dans le dernier chapitre, les frères d'Ozaguera sont actuellement en prison. Son fils, Rubén Ozaguera González, connu sous le nom d'El Menchito, a été condamné à la prison à vie, plus 30 ans, en mars 2025. Sans successeur évident, le cartel fait face à deux scénarios probables. Le premier est la fragmentation. Les commandants régionaux, qui menèrent des opérations semi-autonomes sous la supervision d'Ozaguera, pourraient décider de faire cavalier seuls ou de prêter allégeance à des organisations rivales. Plusieurs candidats pourraient émerger pour revendiquer le leadership, y compris Juan Carlos González Valencia, le beau-fils d'Ozaguera, connu sous le nom de EL03, ce que je suppose être à l'espagnol, mais je ne sais pas comment le dire. Uno dos tres, El Tres peut-être, qui a longtemps été considéré comme le chef opérationnel du cartel. La fille d'Ozaguera, Jessica Johanna Oseguera González, surnommée la Negra, pourrait également briguer la direction du groupe. Parmi les autres successeurs potentiels figure Audias Flores Silva, un haut commandant régional qui contrôle de vastes portions du territoire du CJNG le long de la côte Pacifique, et González Mendoza Gaiton, qui dirige les opérations à Puerto Vallarta. Mais aucun de ces personnages n'inspire le même respect ou la même crainte qu'Ozaguera, et les luttes internes entre ces factions pourraient tuer et déchirer le cartel de l'intérieur. Nous avons déjà vu cela se produire à plusieurs reprises, notamment lors de la formation du CJNG après l'effondrement du cartel des Milenios. Le second scénario suppose qu'un nouveau chef, probablement l'un des noms cités, consolide vite son pouvoir avec l'appui des autres dirigeants. Maintenir la cohésion de l'organisation exige une personne ayant de l'expérience opérationnelle et capable de susciter la loyauté des cellules régionales. Même avec un nouveau chef, il devra aussitôt faire face aux défis des cartels rivaux profitant de la faiblesse du CJNG. Cela pourrait créer une situation où le CJNG ou des groupes dissidents de l'organisation seraient absorbés par d'autres groupes. Les groupes qui ont le plus à gagner d'un CJNG affaibli ou fracturé sont ses rivaux de longue date, qui sont engagés dans des batailles territoriales à travers le Mexique. Le principal d'entre eux est le cartel de Sinaloa, qui rivalise avec le CJNG pour le contrôle des principales routes de trafic dans plusieurs États du Mexique. Malgré l'affaiblissement dû à ces conflits internes et l'arrestation de ses chefs, le cartel de Sinaloa reste une organisation redoutable, avec des réseaux solides et de l'expérience. Si le CJNG se divise ou si ses chefs régionaux sont occupés par des luttes de succession, le cartel de Sinaloa pourrait agir agressivement pour récupérer les territoires perdus face au CJNG ces 10 dernières années. D'autres groupes prêts à en profiter incluent le cartel de Santa Rosa de Lima à Guanajuato, la Familia Michoacana et Los Viagras à Michoacán et Guerrero, ainsi que diverses factions qui se battent pour le contrôle à Zacatecas. Ces organisations plus petites ont été repoussées par l'expansion agressive du CJNG, mais pourraient en désormais voir des opportunités de reprendre le contrôle de routes de contrebande lucratives, de réseaux d'extorsion et d'installation de production de drogue. La mort d'Ozaguera ouvre une brèche à ses rivaux pour frapper. Alors que le CJNG est vulnérable, cela pourrait potentiellement remodeler le paysage criminel du Mexique d'une manière qui pourrait aggraver encore la violence dans les territoires disputés.
Le scénario le plus improbable dans ce cas est la destruction complète du CJNG en tant que cartel de la drogue au Mexique. D'après l'expérience passée, il est clair que les gangs dans le pays ne disparaissent pas vraiment, ils évoluent. Et cela nous amène à notre dernière question. Quel impact cela va-t-il avoir sur le trafic de drogue ? Pour être franc, pas vraiment. La chaîne d'approvisionnement en fentanyl ne dépend d'aucun individu en particulier. Les cartels mexicains importent des précurseurs de Chine, produisent la drogue dans des laboratoires clandestins répartis dans plusieurs États et la font passer par des centaines de routes frontalières. Même sans Osaguera, le CJNG contrôle toujours les ports, les installations de production et les réseaux de distribution. Quelqu'un d'autre prendra sa place ou plusieurs personnes se partageront son territoire et poursuivront les opérations de manière indépendante. L'économie du trafic de drogue joue également contre tout succès durable lié à l'élimination des chefs de cartel. Le fentanyl est peu coûteux à produire, extrêmement rentable, et il y a une demande massive aux États-Unis. Tant que ces fondamentaux restent inchangés, les trafiquants continueront d'approvisionner le marché, quel que soit celui qui les dirige. Éliminer un fournisseur ne fait que créer de l'espace pour qu'un autre développe ses activités. Mike Vigil, ancien chef des opérations internationales à la DEA, a déclaré à Al Jazeera que tuer ou capturer les chefs de cartel n'a pas un impact majeur sur le trafic de drogue. Il a soutenu que les autorités doivent s'attaquer à l'infrastructure, à la logistique, aux opérations de blanchiment d'argent et aux branches armées de ces hommes et de ces organisations si elles veulent voir un véritable changement. L'impact le plus significatif de la mort d'Osaguera ne touchera peut-être pas le trafic de drogue, mais la sécurité au Mexique. Si le CJNG se fracture, le Mexique pourrait connaître une recrudescence de la violence dépassant même celle observée dimanche. Alors que des factions luttent pour le contrôle et que des cartels rivaux, comme le cartel de Sinaloa, s'installent dans des territoires disputés. Pour l'instant, du moins, les autorités mexicaines disent avoir levé la plupart des barrages routiers. Même si la violence semble s'être calmée, on craint que la région ne retombe vite dans la violence. Ce qu'il reste à voir, c'est si la mort d'Osaguera représente un coup significatif dans la lutte contre les cartels mexicains, ou simplement le prélude à un nouveau chapitre de violence des cartels. Ce qui est certain, c'est que la guerre du Mexique contre les cartels est loin d'être terminée et que la bataille pour le contrôle de l'empire du CJNG ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé.